gens ne se rendent pas compte qu'il a affronté plus de champions du monde que Khabib et Islam Makhachev réunis ensemble. Quand tu ne peux pas aller dans la mine chercher l'or, essayer de fabriquer les pioches ou les pelles, le bon coach résout les problèmes. C'est aussi simple que ça. Leader, ce n'est pas imposer les choses, mais c'est d'être capable d'inspirer les gens. Tout ce qui m'est arrivé, c'était juste parce que j'ai été en pole position. L'OMMA Factory a plus de victoires à l'UFC que tout le reste de la France. Salut à tous, c'est Baba Versus, bienvenue dans votre émission mensuelle et cette fois-ci, j'ai une sommité du MMA français avec moi qui a accepté mon invitation pour pouvoir revenir sur un entretien fleuve, sur tout son parcours et il est riche, il est multidimensionnel, vous le verrez. Bonjour Fernand Lopez. Bonjour Baba. Comment ça va? Moi je vais bien, merci et toi? Merci beaucoup, écoute ça va très bien déjà, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation parce que ces derniers temps tu donnes pas autant d'entretiens que ça. Donc écoute, avec AMC, on est très honorés et en plus on a beaucoup de temps pour discuter, donc c'est parfait. Let's go. Ok, on y va. La première question, elle est toute simple. On va parler de ton élève star, Cyril Gane. Vous êtes en pleine préparation pour son combat à la Maison Blanche contre Alex Pereira pour la ceinture intérimaire des poids lourds. Comment il va Cyril? Comment se passe la préparation? Cyril va très bien. C'était son anniversaire il y a 2 jours. Okay. Du coup... on a fait un entraînement classique. Ensuite, on s'est retrouvés chez moi avec ses parents et tout, et on a passé on mangeait ensemble, et puis c'est tout. Mais parce qu'il ne vit pas ici, il vit maintenant au Maroc. Ouais. Du coup, quand il est sur Paris, il s'entraîne essentiellement. Le fait que, avec tout ce qui s'est passé, notamment la guerre en Iran et tout ce qui y a aux alentours, vous n'avez pas pu faire votre préparation à Dubaï comme vous l'avez fait pour le camp précédent et que ça s'était si bien passé et vous étiez très content de ça, on s'en rappelle. Est-ce que le choc a été plutôt bien encaissé? Est-ce que vous avez réussi à bien vous réadapter pour une préparation sur Paris? Oui, il faut dire que l'adversité actuelle s'y prêtait. En gros, on a un striker, c'est plus facile pour nous à Paris de s'adapter, de faire du striking à Paris. Ouais, c'est vrai qu'on a la chance en Europe d'être un pays très ancré dans le kickboxing. J'ai vu que tu as pris l'habitude de faire venir des combattants du Glory. Là, c'est Maurice Kroma, le tout dernier champion poids lourd du Glory, donc on ne peut pas faire plus actuel que ça. En plus, c'est particulier parce que c'est certes un champion poids lourd, mais qui vient de la catégorie inférieure, qui est un peu plus léger, donc qui bouge bien, qui est rapide. Est-ce que c'est une opportunité que tu as vue en or ou est-ce que tu connaissais déjà le gars et que c'était un petit peu dans tes papiers de le faire venir? C'est une opportunité. À partir du moment où je savais que... où j'avais compris qu'on allait affronter Pereira, j'ai commencé à contacter tout ce qui pouvait nous aider. Donc il y a Artem, qui était l'ancien champion de 93 kg, Artem Vakitov, ouais. Voilà, Vakitov. Il combat d'ailleurs le 13 juin, là. Il revient encore demain, il atterrit demain pour continuer le camp avec Cyril. Dernière question, même si j'entends que la lutte c'est un élément intéressant qui sera peut-être déterminant pour ce combat-là, mais bon, on va laisser la stratégie à la stratégie parce que je sais que tu m'en diras pas plus. Mais la question c'est, est-ce que tu arrives sur Paris à recréer cet effet... j'allais dire tunnel, mais c'est peut-être pas le mot que je recherche. À Dubaï, vous étiez isolé, donc voilà. Est-ce que, on imagine que c'est un peu plus difficile à Paris avec les distractions, est-ce que tu as réussi à recréer cet environnement? Oui, c'est pas moi qui l'ai créé en réalité, c'est Cyril. D'accord. Cyril est extrêmement focus. Le travail qu'on a fait pour la préparation, même avant déjà, sur la préparation de Volkov 2, on avait fait il était déjà dans une concentration extrême, on avait eu des mots entre lui et moi assez lourds de sens, avec des contrats moraux et tout ce qui va avec. Et du coup, il est extrêmement discipliné. Enfin, il n'y a vraiment pas besoin de checker s'il est sorti ou s'il n'est pas sorti. Il ne fait rien d'autre, il est concentré que sur ça. Il n'accepte pas de rater une seule séance. Il n'y a pas un moyen de dire, bon, comme il y a ce contretemps, comme il y a tu es dans les bouchons, non, il n'y a pas de raison, il va la faire. Donc le contrat moral dont tu nous avais parlé d'ailleurs dans un de nos derniers films, RMC Sport, il est respecté à 100% pour le moment. Archi respecté. Ok, bon écoute, c'est bon à savoir. Nous, en tout cas, on est impatients de ça. On espère que tout va bien se passer jusqu'à la fin de la prépa, qu'il n'y aura pas de bobo, que dalle et tout. Parce que c'est un des plus gros combats, en fait, pour un combattant de MMA français, clairement. Oui, c'est parmi... Ça se discute, ouais. Ouais. Il y a
2 ou 3 combats, et tous d'ailleurs concernent Cyril, je pense. Enfin, tout le monde sera d'accord que ça se joue entre Francis Ngannou Cyril ou Pereira Cyril, en tout cas pour les francophones, pour les Français. Et puis mondialement, John Jones Cyril éventuellement. Donc, oui, je pense que historiquement, ce qu'il va faire Pereira, ou en tout cas ce qu'il essaye de faire Pereira, c'est un record historique. Un record déjà, il en a battu une bonne demi-douzaine de records déjà, entre la vitesse à laquelle il est devenu champion en quasiment juste à peine un peu plus d'1 an, alors que tous les autres champions, Pereira, ça lui a pris 2 ans, Cyril, ça lui a pris 2 ans pour faire l'intérimaire, Bisping, ça lui a pris 10 ans, même des grands comme Georges Saint-Pierre, ça l'a pris un peu plus d'1 an. Lui, il a fait en 1 année, Pereira. Ensuite, il a continué à battre des records, devenu double champion en 700 jours, quand tous les autres champions, ça a été 1200 jours, 1300 jours. Il a battu tous les records et les gens ne se rendent pas compte, mais il est en train d'écrire une histoire très forte. Exactement. C'est vrai que c'est un combattant que je suis depuis sa carrière en kickboxing, donc je suis très surpris. Moi, je pensais même pas qu'il réussirait vraiment en MMA, vu le style qu'il a et les qualités qu'il a. Je pensais que ça transférait pas si bien que ça. En fin de compte, avec les opportunités, on va pas se mentir, sa rivalité avec Adesanya a aidé pour pouvoir faire un grand saut, mais il faut assurer derrière, et il a plus qu'assuré. Il faut assurer, et puis les opportunités, ça se discute. Hein. On peut en parler. Hein. C'est facile. De loin, on fait des arbitrages super rapides, mais il a un palmarès qui est édifiant. Oui. C'est que les gens ne se rendent pas compte qu'il a affronté plus de champions du monde que Khabib et Islam Makhachev réunis ensemble. C'est que les deux ont affronté 5 champions, lui il a battu 6 champions. C'est un délire. Hein. Écoute, en tout cas, on souhaite grosse force à Cyril pour la suite de sa préparation. On va revenir sur toi. On est venu parler de toi aujourd'hui. Tu as fondé la MMA Factory, mais il y a eu d'autres choses avant ça, évidemment. Et on va commencer par le début. Le début, ça ne se passe pas en France, ça se passe au Cameroun. Tu es arrivé en France à quel âge 20 ans. Comment ça se passe, la vie au Cameroun, jusqu'à 20 ans l'enfant, l'adolescent Fernand, et puis peut-être la première rencontre avec les arts martiaux qui se passe peut-être là-bas? C'est une vie plutôt normale, on va dire normale. Je ne vais pas te sortir une histoire très, très bizarre où j'étais en galère et où je souffrais beaucoup. Et non, j'ai eu une vie normale avec des parents très aimants, avec une famille très soudée et très aimante, une grande famille, fratrie de 8. Au milieu. Au milieu, ok. Il parle au milieu. Et donc, scolarité classique, normale, et puis des parents plutôt enseignants, donc beaucoup de pédagogie, beaucoup de très à cheval sur tout ce qui est respect, politesse et tout ce qui va avec. Mais plutôt quelqu'un de timide, enfermé, et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que je découvre le judo, ensuite que je découvre la lutte. Ensuite, plus tard, j'ai découvert le taekwondo. Et puis finalement, je vais faire le rugby. Et je vais faire la lutte et le rugby combiné. Voilà à peu près le parcours. Ok. Et ensuite, donc à 20 ans, tu décides de venir en France. Est-ce que c'est de base pour poursuivre la carrière sportive, ou c'est plus lié aux études ou au travail? C'est plus lié aux études. Ok. Et en gros, c'était un truc de sport-études. Moi, je visais plus le sport. Okay. Mes parents visaient plus les études. Normal. Donc, chacun a son objectif en tête. Et donc, je commence à jouer au rugby à Saint-Ouen-le-Monde. C'était un petit club. Et puis ensuite, Pontoise. Et puis, mais rapidement, je me retrouve avec une blessure assez grave. Okay. Une hernie discale, ouais. Voilà. Donc je me fais opérer, et du coup je suis à l'arrêt pendant longtemps. Et pendant que je suis à l'arrêt, parce qu'on me supprime un étage, la rotation de mon cou... D'accord, ah oui, on t'a enlevé, parce que okay. Voilà, on m'enlève un étage, et donc on va faire un truc qu'on appelle une technique cage, en fait, où on va souder les vertèbres. Et donc ça se résorbe progressivement, mais pendant ce temps, je cherche une activité physique qui peut me permettre de continuer à faire du sport de combat,
mais sans gros risque sur des mouvements non contrôlés. Et donc, j'entends parler d'un sport qu'on appelle le grappling. Et je vais à la recherche du grappling chez Mathieu Nicou à Paris, dans le 13e. Donc un des plus gros pionniers qu'on ait dans ce pays, clairement. C'est ça. Et donc, grappling, je suis choqué par ce sport où Mathieu Nicou, à l'époque, il faisait 68 kilos tout mouillé. Et il me soumettait, il me contrôlait, je ne comprenais pas. Et je tombe amoureux du truc, tu vois. Et je reviens et de fil en aiguille, je commence à me sentir mieux. Je fais des compétitions de grappling, beaucoup de compétitions de grappling. J'ai eu la chance de tourner avec des bons gars, d'un certain niveau, d'un niveau correct. Je ne sais pas si tu as connu Pierre Pilar. Oui. Hein, l'une des meilleures ceintures noires qu'on ait eues en France. Zachary Arabe aussi, qui était de chez Hakim Araret. Une très bonne ceinture noire aussi. J'ai fait des super fights avec chacun d'entre eux. Je crois que Pierre Pilat, c'était sur le championnat de France ou championnat d'Île-de-France, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, de fil en aiguille, je passe du grappling pour reprendre des compétitions de MMA. On est en quelle année, là, à peu près ? Je commence le MMA en 2006. Ok. Donc, c'est le MMA en 2006, c'est le MMA que je découvre, moi, en plus. Donc, c'est quelque chose que je connais plutôt bien, parce que moi, je suis très pied-point, donc Muay Thai, K1, beaucoup, parce que c'est vraiment le sport qui est populaire. C'était devant le MMA à l'époque, et oui, pour ceux qui nous regardent. Et c'est vrai que 2006, comme moi, 1 an et demi, 2 ans avant, je me suis vraiment intéressé au Pride. C'est là où, en France, le MMA français, c'est d'acheter beaucoup le magazine Fight Sport, notamment. Donc, moi, je te découvre dedans, je découvre plein de figures de MMA dedans, en fait. Et effectivement, en 2006, c'est une belle période, parce qu'on sent qu'il y a un développement, même si c'est très underground. Donc, dans quel état tu découvres... Le sport que tu découvres, il est dans quel état, en fait, à ce moment-là ? Je le découvre dans un état où il est limite secret. Ouais. On en parle. Enfin, dans le milieu du MMA, on a l'impression qu'on vit une vie normale. Ouais. On en parle beaucoup, mais c'est un microcosme, c'est tout petit en fait. Et puis à côté de ça, il n'y a rien, c'est l'absolu. Enfin, je veux dire, quand tu disais à quelqu'un de ton... je travaillais dans l'électrotechnique et tu disais à un technicien, un collègue MMA, il ne comprenait pas de quoi tu parles, ou grappling, ou machin, ça n'avait aucun sens. Et pourtant, déjà, c'était très développé pour nous, c'est-à-dire que quand Fight Sport faisait venir Fedor Emelianenko, Vanderlei Silva, pour nous, enfin, on se disait le monde avance, quoi. C'est déjà développé, on y est. Mais en fait, c'était tout petit en France et donc personne n'ose le mettre au grand jour. Personne n'ose en parler, on n'en parle presque pas. Mais moi, je tombe amoureux du sport de toutes les façons et je commence à... Mathieu, du coup, trouve que j'ai certaines compétences et rapidement, il me pousse. Ok, et donc tu vas dans le combat comme ça, il n'y a pas spécialement... Enfin, pas d'appréhension. On a tous un peu d'appréhension, mais... Moi, je vais dans un sport qui est quand même structuré et qui a une existence légale. Alors que vous faites un truc qui n'a pas, en tout cas, d'existence légale, qui n'est pas spécialement autorisé dans la forme dans laquelle on la connaît. Vous, en tant que fan, premièrement, et de pratiquant. Donc, les premiers combats, ça se passe comment ? Ça se passe où, en fait ? Les premiers combats, pour moi, ça se passe à l'étranger. Ok. Enfin, j'ai fait déjà des petits combats amateurs qui ne comptent pas sur le palmarès. Championnat de France de Pancras, ça s'appelait le Pancras. Ouais. Donc, j'en fais plusieurs. Je suis plusieurs fois champion de Pancras, mais ça n'a pas de reconnaissance propre. En fait, c'est des gars qui venaient de partout, du karaté, de la lutte, de judo. On se croisait et puis on faisait du combat debout, du combat au sol, mais au sol, il n'y avait pas de frappe. Donc ça, c'est bien. Ensuite, la première fois que je combats à l'étranger, c'est en Allemagne. Ok. Donc, quand on va à l'étranger, à l'époque, c'est très galère. Tu ne choisis pas beaucoup, tu ne sais pas trop à quelle sauce. D'ailleurs, des fois, tu arrives, tu ne sais pas encore qui va être ton adversaire. Sur place, le gars, il te regarde, il dit, toi, tu as à peu près le gabarit que lui, tu vas affronter lui. Et donc, je prends des bons gars en Allemagne. En réalité, les 5-6 premiers combats, c'est facile. Je n'ai pas de grande opposition, ça se passe plutôt bien.
Et puis va arriver le moment où je commence à affronter des gars comme Ali Gimlas, qui à un moment donné était au KSW, qui a un sérieux niveau. Et moi, j'ai 2-3 combats, et il est déjà bien avancé. Et là, du coup, les 2 premiers rounds, je vais en faire ce que je pense vouloir. Je charge, je joue un peu en boxe et puis je charge et l'amène, je m'épuise sur les 2 premiers rounds. Okay. Ensuite, il n'a plus rien à faire, il se met à me toucher petit à petit. Stratégiquement, on voit le décalage et la différence. Donc voilà, j'ai combattu à Amsterdam quand c'était en Hollande pour l'OM1. J'ai combattu en Allemagne, j'ai combattu en Angleterre, j'ai combattu à Abu Dhabi. C'était déjà vers 2010, ça. Je sais pas, les premières organisations des MMA qui arrivaient à Abu Dhabi, le tournoi de $1 million, 1 million de dirhams plutôt. Voilà, okay. Ça fait une grosse différence. Ouais, c'est clair. Et puis, j'oubliais, mais sur Paris, j'allais y venir, moi. Le pancras devient quelque chose de beaucoup plus important par Stéphane Chauffourier. Grâce à Hatch qui commence à organiser. Donc, il commence à pousser vraiment des très belles compétitions et c'est là où je vais vraiment être connu. Parce que sur le plan national, c'est l'organisation qui fait connaître les gens qui poussent vraiment, où on est vraiment au centre du MMA. Et sur ces organisations-là, je faisais déjà des main events, des co-main events, et donc du coup, ça a apporté une certaine popularité. Et puis après, il y aura des organisations un peu plus excentrées à Marseille. Je ne me rappelle plus le nom de l'organisation où j'ai affronté Dafreville pour la 2e fois. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais en tout cas, ce sont des organisations où j'ai pris beaucoup de plaisir. Parce qu'il y avait des amis de la famille, de la salle qui pouvaient venir, des familles qui pouvaient arriver. Et tu combattais, tu avais l'impression que tu combattais chez toi. Il n'y avait pas de grand impact, mais c'était quand même. Assez festif. Ouais. Non, c'est vrai que c'est des bons souvenirs, hein. Ces gars-là de Hatch, pareil, moi c'est quelque chose que je découvre. Mon coach est d'Aubervilliers, Rachid Sadi, donc je sais qu'ils se connaissent, donc on va un petit peu dans ces events-là. Et ouais, on voit ces visages-là, on te voit toi, on en voit d'autres qui sont assez récurrents. Donc tu fais ta carrière de combattant, victoire, défaite. Est-ce que encore aujourd'hui, avec tout le recul que tu as, t'en as pas mal maintenant, c'est quoi le regard que tu portes sur ta carrière de combattant? Il y a de la fierté, il y a quelques regrets, c'est quoi le sentiment dominant? De la frustration de n'avoir pas d'être arrivé au moment où je pense que c'était un peu tard pour moi. Quand je suis arrivé à la bonne compétition, j'avais déjà pris pas mal de mauvaises habitudes dans ma manière de lutter ou de combattre. C'était différent du MMA qu'on a aujourd'hui. Mais non, j'en suis fier, j'ai pas de problème. Il y a encore des personnes à mon âge là qui combattent encore. Il y a même des combattants aujourd'hui actuels qui sont dans le ranking aujourd'hui, qui ont mon palmarès, 10 victoires, 7 défaites enregistrées. J'en ai quelques-unes pas enregistrées, mais moi ça me paraît. Enfin, c'est décent, c'est correct. J'ai la simplicité de dire que j'étais pas un combattant brillant, mais voilà, j'ai fait des belles guerres, j'ai fait des beaux combats. J'étais plus quelqu'un à l'instinct, quelqu'un de très agressif. J'étais plus généreux. Tu mettais beaucoup de pression, tu essayais de ramener tes gars au sol. Voilà, et donc ce genre de combattant, ce genre de pression, ce genre de machin, on sait comment ça finit. Et la plupart du temps, il y a des moments où tu vas te faire toucher, et puis des fois c'est toi qui vas toucher. Et donc, c'est l'histoire se souvient. Bon, on va la manipuler après comme on veut. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui veulent dire Moreno, tu es un mauvais joueur de football, ils vont aller chercher toutes les passes ratées qu'il a eues. Et moi, on veut te faire des compilations des moments durs où j'ai eu des défaites, où j'ai eu des KO, mais il y en a. On pourrait aussi faire une compilation des moments où je n'ai mis que des KO, et il y en a. Donc je trouve que j'en suis fier, et surtout j'ai décidé d'arrêter quand je voulais. Et que moi je combattais pas pour le. C'était ma question justement. Qu'est-ce qui te fait prendre ta retraite en fin de compte? C'est juste que si je fais quelque chose, j'ai envie de le faire bien. Okay. J'ai envie d'être le meilleur ou parmi les meilleurs. J'ai envie vraiment d'être au top. Et je me rends compte que l'énergie que je mets à m'entraîner, je m'entraînais avec
tous ces grands combattants qu'il y avait à l'époque, des grands noms comme Moïse Rambon, des grands noms comme Christian Pombou, des grands noms comme... voilà, tous ces grands combattants qu'il y avait à l'époque, en gros, ils étaient beaucoup plus grands que moi, beaucoup plus forts que moi, mais moi, je profitais en fait de leur connaissance et ils m'aidaient à monter, à m'entraîner. Et je voyais l'énergie que je mettais avant d'aller à l'école. J'étais étudiant, avant d'aller à l'école, je passais à la salle, m'entraîner, ensuite je partais à l'INSEP, ensuite je sortais de l'INSEP, j'allais au travail. Ensuite, je faisais des sacrifices énormes et je voyais que j'avais une carrière en dents de scie où j'allais gagner 2 combats et en perdre 1. Je me suis dit, bon, à ce rythme-là, je ne pense pas que je vais faire l'UFC. Mon but, c'était l'UFC. Et ben, je me dis, OK, on va arrêter. OK, self-conscience de dire peut-être que si c'est pas pour arriver à ce niveau-là de compétition, c'est ça. Faire autre chose, quoi. C'est ça. Je visais vraiment à me dire, quand j'ai affronté en Suisse Belabello, je crois, comment il s'appelait lui, j'oublie le nom, c'était un Brésilien qui vivait en Suisse, mais qui ensuite est passé à l'UFC. Et moi, je me dis, bon, j'ai galéré avec ce mec. Et lui, il rentre à l'UFC, il n'est même pas brillant à l'UFC. Okay, ouais. Je me dis, bon, il faut arriver à la réalité, c'est que quand tu ne peux pas aller dans la mine chercher l'or, essaie de fabriquer les pioches ou les pelles pour les vendre à ceux qui veulent aller dans la mine. Enfin, au bout d'un moment, je me suis dit, je vais rester dans la compétition, pas à le côté de l'entraînement, et je vais laisser la compétition à ceux qui peuvent être beaucoup plus performants. Parce que c'est un choix conscient. En fin de compte, tu t'entraînes avec ces gars-là donc, que tu as cités tout à l'heure, des noms, des mecs qui vont faire carrière. Tu parles de Tonton Pombou qui est devenu champion du Bellator, par exemple. Moïse Rambon, qui est, à mon sens, une des légendes du MMA français, qui est le moins connu, ou un des moins connus en tout cas, ce qui est très dommage. Ouais. Donc, moi, je l'admirais beaucoup. Et c'est... Comment on devient coach? Il y a Mathieu Nicourt qui est dans cette salle. Comment on devient coach de ces gars-là? Parce qu'en fin de compte, pour l'avoir vécu aussi, il faut... On va pouvoir te choisir parce qu'on va peut-être reconnaître certaines qualités intellectuelles, notamment certaines qualités de leadership, pourquoi pas. Mais comment justement on impose un leadership à un mec, à des mecs qu'on estime plus forts que soi? Le leadership ne s'impose pas. Il y a une délégation de pouvoir venue des personnes qui pensent que tu es un leader. Elles ne te le disent pas, elles n'en ont même pas conscience des fois. Elles savent juste que... Lopez, tu penses que la semaine prochaine, tu peux me faire un planning? Tu penses que je peux venir la tête à tête, telle heure tu me tiens les pattes d'ours? C'est fait inconscient, en fait. Elles observent, elles se disent... J'ai l'impression que quand il le fait, c'est organisé. J'ai l'impression que... Je pense que c'est ça. Parce que moi, je n'ai pas... Déjà, je n'ai pas l'envie. Je pensais que je n'avais pas l'envie d'être coach du tout. Enfin, je ne trouvais pas que j'en avais les capacités ni la volonté parce que je connaissais la responsabilité d'être coach. C'était Mathieu Nicourt, c'était un coach qui avait déjà de l'expérience et qui comprenait que le coaching et la gestion d'une salle, c'était très laborieux. Et donc, il était souvent absent et il me donnait la patate à bonheur. Ça commence souvent comme ça. Donc, du coup, moi, je restais à la salle et je faisais des coups à sa place, surtout les coups des compétiteurs à sa place. Et donc, petit à petit, je prenais conscience de la lourdeur que c'était, y compris les tâches administratives, demander des subventions pour une association sportive. Donc, je savais que c'était très lourd comme travail et j'avais vraiment peur de ça. J'avais une phobie de pouvoir me dire je vais prendre la responsabilité de gérer une salle de sport. Je préférais donc rester assistant à côté et puis c'est sur un coup de tête, on va dire un hasard, on va dire un accident, une espèce de trahison, on va dire. J'ai eu un petit élève en particulier de là-bas qui avait lequel je m'entendais bien, que je prenais sous mon aile, que j'amenais un peu. J'étais agent de développement à la Fédération de lutte, donc je me déplaçais dans les écoles, aller donner des cours de lutte et tout. Et ce petit-là, je le traînais avec moi. Il était... à un moment donné, il avait perdu son papa, donc je le prenais sous mon aile et tout. Et quand il est devenu un compétiteur, un jour, il m'a demandé gentiment de laisser quelqu'un d'autre coacher à ma place.
Et je pense que ça m'avait blessé, mais ce n'était pas parce qu'il ne l'avait pas laissé pour des raisons de compétence. Il avait juste dit, c'est pour des raisons d'obédience. On va ensemble faire nos prières, on est souvent ensemble, machin. Et cette personne-là, c'est moi qui l'avais en plus ramené à la salle. Parce que c'est quelqu'un qui voulait être coach et que j'avais pris sous l'aile et tout, et je l'avais aidé à se former pour pouvoir devenir coach. Et donc, je l'ai mal vécu de ce petit jeune avec son groupe d'amis. Du coup, je me suis détaché. Alors toi, tu l'as vécu comme des gars qui viennent prendre le petit que tu avais pris sous ton aile et qui... Non, pas eux. Je ne lui en voulais pas à lui, le coach. J'en voulais aux jeunes qui, pendant longtemps, on avait vécu certaines choses et il y avait un certain rapprochement. Et c'était ma première... vraiment ma première blessure je n'imaginais pas qu'il y en aurait. C'était aussi ton premier vrai investissement dans un combattant, enfin investissement. C'est ça, je suis un athlète. Ouais. C'était la première fois où j'investissais vraiment du temps et même des émotions. Ok. Et donc, je le vis mal, j'en ai eu les larmes carrément, et puis je décide... Je me rappelle qu'il y a un monsieur qui m'a fait une interview, parce qu'il avait un vlog, et lors de l'interview, il m'a dit, vous ne voulez pas qu'on fasse une salle de sport et tout et je lui ai dit non, c'est trop de responsabilité, je ne peux pas, machin, j'ai laissé tomber, et je le rappelle. Je lui dis, vous parliez de salle de sport, vous parliez de quoi exactement? Il me dit, moi je suis chaud, j'ai envie qu'on fasse une... Et puis on s'est lancé dessus 3 mois après, le CrossFight était né. Ok, donc ça vient vraiment, ça naît d'une déception et de la volonté de pouvoir faire les choses à ta manière pour pas que cette expérience se renouvelle. Je voulais, maintenant en le racontant, je me rends compte que j'avais vraiment été blessé. C'est qu'il n'y a pas eu d'embrouille, il n'y a pas eu de mots durs échangés avec cet élève et même ses amis. Là, ensuite, ils sont même revenus à ma salle. Et puis, ils sont redevenus mes élèves encore au CrossFight. Ce qui arrive souvent dans la vie de coach. Voilà. Donc, il n'y a pas eu... Mais au fond de moi, je voulais changer d'espace. D'accord. Avoir le tien. J'avais besoin de changer d'espace. Je sentais que je grandissais vite et que dans la manière de coacher, parce que comme tu disais tout à l'heure, j'avais des gens qui me faisaient confiance alors que je n'étais encore... personne. Vraiment, au tout début, il y avait un grand coach, très grand coach, Achille, qui était le coach de Christian Mpombou, avec lequel ils ont gagné le titre de champion du Bellator. Ce coach-là avait un certain nombre d'élèves qui, à un moment donné, venaient en groupe, venaient ensemble, et venaient me chercher où j'étais. D'abord chez Mathieu Nucourt, ensuite où que j'aille, parce que j'organisais des séances d'entraînement assez régulièrement. Et donc, du coup, je parle des noms comme Sexedina, Norman Parisi, Christian Mpombou, et puis plein d'autres gars de d'autres salles. Et ces personnes-là faisaient juste une validation, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Je servais aussi beaucoup de sparring, en vrai. En vrai, je servais beaucoup de sparring parce que la plupart étaient des bons strikers, ils affrontaient des lutteurs et moi, je pouvais lutter longtemps. Et donc, du coup, je faisais beaucoup le sparring. Voilà comment ça s'est fait. Et petit à petit, je change de salle. Je vais donc créer le CrossFight. Et de là, je commence avec quelques petits élèves et ça s'inverse. C'est quoi ta vision derrière la création du CrossFight? Est-ce que là, tu arrives déjà à te dire, voilà ce que je vais créer et voilà où je veux aller en tant que coach et propriétaire de salle? C'est quoi, du coup, cette vision? La vision, c'était de faire quelque chose à l'américaine. D'accord. J'avais vécu aux États-Unis. J'avais cette envie de faire quelque chose de privé, déjà. Ok. Donc c'est une salle. Alors qu'en France... aucune salle, il n'y en avait pas. Ça n'existe pas. Il y avait des salles qui étaient des salles affiliées à des municipalités. Et donc on avait des salles avec des créneaux. Moi, je voulais une salle privée que je puisse ouvrir à 1h du matin si je veux m'adapter au décalage horaire et que je puisse... et voilà comment ça a commencé. Pour faire du MMA, on est d'accord. Parce que deux choses. La première, c'est que, comme on le sait, le sport est très associatif en France. Il y a les salles privées de combat, en tout cas. Moi, à mon époque, si tu venais à Saint-Ouen et tu faisais une salle privée, je pense qu'on rigolait. Après, Paris, c'est différent de la banlieue, il n'y a pas de problème là-dessus. Et surtout, c'est un sport qui est interdit.
la première question qui vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a un club en particulier aux États-Unis qui t'a inspiré à ce moment-là? C'était plus des gyms. Des gyms de fitness qui m'inspiraient. On n'est pas sur, c'est pas un gym de MMA qui voilà, ce n'était pas encore un gym de MMA, puisqu'à l'époque, ce qui m'inspirait comme gym de MMA, c'était plutôt au Brésil, c'était les Bustamante, c'était la BTT, la shootbox, c'était plus ça c'était l'époque du prêtre qui m'avait beaucoup touché, et donc ces gyms-là, je les suivais. Mais aux États-Unis, c'était pas ce qui me touchait le plus. Ce qui me touchait, c'est que les salles de sport aux États-Unis, tu pouvais te lever à 2h du matin, aller à un gym et faire de la musculation. Donc, du coup, je me disais, ce serait sympa d'avoir une salle qui est privée où on peut faire de la compétition et entraîner des gars d'élite. Voilà comment je me dis, si je veux faire quelque chose, autant le faire bien, le faire correctement. Je n'avais pas encore de salle quand j'allais m'entraîner. J'allais m'entraîner à la Snake Team, chez Sidi Diabaté. J'allais m'entraîner dans toute... dès qu'il y avait un club quelque part où je pouvais m'entraîner, j'allais voir. Et puis, si le coach était rigoureux et qui me disait qu'il préférait que je change de team ou alors que je repartais tout de suite chez Mathieu Nicourt. J'ai eu plein de propositions de la plupart des coachs qui me proposaient d'aller dans leur team et je reviens toujours chez Mathieu Nicourt. C'était mon seul coach de MMA de toute façon. Ok. En fait, comme tu es un peu en train de construire ton parcours de coach et que tu crées une salle, et donc tu me dis là que tu vas dans des salles, que tu reviens, que tu essayes... Est-ce que tu sais à ce moment-là, c'est quoi pour toi un bon coach? Et le coach que toi, tu voudrais devenir, en fait? C'est peut-être deux choses différentes, en fait. Non, je savais que le bon coach, je savais qu'il résout des problèmes. Je voulais juste résoudre. C'est ta définition, ça, ouais. Le bon coach résout des problèmes. C'est aussi simple que ça. Si tu tentes de faire autre chose en coaching, tu as beaucoup de chances de te louper. Le coach, quand il est jeune, il veut démontrer ce qu'il sait faire. Il entre dans la salle et il vous montre des techniques super compliquées parce qu'elles lui plaisent et parce qu'il veut que les parents qui observent et les gens qui observent disent « Oh là là, qu'est-ce qu'il connaît plein de techniques ». Le bon coach résout des problèmes. Il se dit comment je fais pour que les problèmes que ce jeune-là, en sortant de la séance, je lui ai enlevé le nuage sur la tête et qu'il commence à voir clair dans le game. Un coach s'appuie un peu sur de la science, mais beaucoup sur de l'empirique. Vraiment, c'est simple. Et puis, ce n'est pas que l'aspect mental, c'est le côté de l'observation. Ça veut dire que dans le coaching, il ne faut pas juste venir et déverser de la technique et de la connaissance. Il faut se rassurer que toi, tu es l'émetteur et que le récepteur a reçu ton message. Il faut se rassurer que ta communication, elle est en adéquation avec ce qui est en face de toi, qu'on te comprend. Et puis, on est tous câblés différemment. Il y a des personnes qui sont câblées de manière auditive et qui auront besoin qu'on leur explique la technique. Il y a des personnes qui sont câblées de manière visuelle, donc ils auront besoin de voir. Et de voir la technique se faire. Vraiment, il y a des gens qui, on le voit clairement, qui sont kinesthésiques et qui ont besoin de pratiquer. Donc, tu as ces 3 canaux différents qu'il faut utiliser. Avant de dire à l'élève qu'est-ce que tu es un bougre d'idiot et que tu n'as rien compris, rassure-toi que tu as fait tous les canaux. Ensuite, il va falloir faire du global et de l'analytique. Il va falloir aller démontrer ou faire démontrer la technique que tu as envie de montrer de manière globale ou alors juste disséquer la technique à un moment donné parce qu'il y a des gens qui sont câblés analytiques et d'autres qui sont câblés global. Il y a tellement de moyens de pouvoir être pédagogue en observant pour anticiper les situations accidentogènes, les situations conflictuelles. C'est ça le coach. Et toi en plus, le fait que tu aies coaché des profils très différents, j'imagine que ce soit au début, puis ensuite dans le développement de ta carrière, c'est quelque chose qui a pu être éprouvé. Si j'ai envie de prendre 2 cas qui me semblent, moi, de ma fenêtre, différents, je vais te parler par exemple de Francis Ngannou, qui est un mec hyper confiant en lui, tu vois, tu sens que mentalement, par rapport à son vécu et par rapport à ce qu'il est, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, en tout cas de motivationnel ou d'accompagnement mental. Et puis... toute proportion gardée, évidemment, et sans faire injure à qui que ce soit. Je peux peut-être prendre le cas de Karl Amoussou, qui est quelqu'un, lui, qui est très intense et qui va avoir besoin que tu sois avec lui à la vie, à la mort, et qui va te pousser à venir beaucoup le soutenir. Est-ce que tu penses, à travers ces 2 cas-là, est-ce que tu arrives peut-être à m'expliquer
Comment toi, tu as pu t'adapter à l'un et à l'autre? Très clairement, Francis, très solide mentalement, mais ce n'est pas tant le problème qu'il n'ait pas besoin de préparation mentale ou de soutien mental. C'est qu'au début, il en est réfractaire. C'est contre-culturel. Ouais, clairement. C'est mal vu de devoir qu'on te soutienne le mental. Un homme ne pleure pas, etc. Tu vois. Donc, il faut faire la différence entre l'athlète qui n'a pas besoin de mental parce que de préparation mentale, parce que mine de rien, il est solide, et la solidité mentale ne se perçoit pas. Elle se constate juste, tu ne peux pas le percevoir comme ça. Il y a beaucoup de personnes, d'athlètes là, je connais, qui donnent l'impression qu'ils sont solides, ils sont hyper fragiles en réalité, ils font les shows. Et puis il y a des athlètes qui ne parlent pas beaucoup, qui ne disent pas beaucoup, sont plutôt à mode gentil, des cœurs si vous voulez, mais ultra solide. Il y a une vraie différence. Kal Amoussou, dans son cas, c'est quelqu'un effectivement qui a besoin des choses fixes, solides. Donc, quand il revient de l'American Top Team et qu'il revient en France et qu'il vient au MMA Factory, ce qu'il me demande, c'est de ne jamais booker de fight si je ne suis pas disponible. Si toi, tu n'es pas dispo pour l'accompagner, il ne veut pas combattre. Voilà. Okay. De ne pas booker de fight, de ne pas réserver, parce que l'unique coach qu'il veut, c'est moi, dans son coin. C'est d'abord moi qu'il veut entendre. C'est une grosse responsabilité quand même. C'est complexe à faire parce que ça donne beaucoup ça limite ça limite des choix de management parce que j'avais la double casquette d'être son manager et d'être son entraîneur. Ça veut dire qu'au moment où je lui trouve un combat, il faut que je check mon planning si je suis disponible pour tout le camp d'entraînement et pour être dans son coin. OK ? Donc, ça a été ça toute sa carrière. Et bon, pourtant, j'essaie de le dissuader en lui disant, en réalité, c'est vraiment un effet placebo. En réalité, tu es assez solide et tu peux être indépendant et tu peux le faire avec quelqu'un d'autre. La preuve, c'est qu'il a gagné la ceinture du Cage Warrior avec Benjamin Sarfati dans son coin et c'était pas moi. Donc, cette nécessité de déléguer, c'est quelque chose que t'intègres rapidement, enfin, de ce que je comprends en tout cas de ce que tu me dis avec Karl, parce que on te prête quand même l'intention inverse. Parce que quand tu parles de multicasquette, c'est intéressant qu'on arrive à ce sujet-là, parce que rapidement, dans ton évolution, parce que là on va vite, mais il y a le CrossFight, puis il y a le MMA Factory derrière, et le MMA Factory, c'est pas juste un club. Là, tu crées un écosystème du MMA, où donc tu es coach, tu crées un club, donc il y a toute la gestion, j'ai envie de dire administrative. Quand je dis ça, ça veut dire que je mets tous les sujets dedans qui sont inhérents à un club tout court, sportif. Et puis donc, tu crées rapidement une structure managériale qui est accolée à ça. Et puis ensuite, vous créez une promotion avec ton partenaire Benjamin Sarfati. T'es au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, t'es sur tous les points cardinaux. Et donc, on parle vulgairement de multicasquette pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. La première des choses, c'est qu'il faut aimer ce métier pour le faire. Il faut l'aimer. Forcément, parce que ça ne gagne pas beaucoup. Il y a très peu qui s'en sortent. Sincèrement, contrairement à ce qu'on veut vous faire croire, on vous fait croire qu'en public, toi, t'es coach, tu sais. Si je n'étais pas quelqu'un qui délègue, jamais je n'ai un partenaire comme Benjamin Sarfati à mes côtés. C'est la première grosse preuve de pouvoir déléguer. Parce que ce qu'il faisait, c'est que je pouvais le faire à un très petit niveau, mais je n'étais pas du tout efficace. Et quand je lui donne ça et qu'il se met à gérer, ça soulage tout le monde, ça facilite tout. Ça a toujours été ça. Si je ne délègue pas, si je ne sais pas déléguer, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la France profiterait des connaissances de M. Nicolas Haute. Il aurait certainement pu devenir un très grand coach par d'autres biais, parce qu'il a la pédagogie, il a dans le sang, il est bon. Mais en réalité, c'est moi qui lui fais un peu une orientation. Tu le repères quelque part dans ta structure. Je le repère sur une formation. Je faisais passer, je ne sais plus c'était quoi, je crois que c'était un BPGEPS, je ne sais plus quel diplôme, et j'étais formateur dessus, et je le repère dessus. Et lui, il avait déjà fait
une licence TAPS, et donc de là, j'insiste fortement à ce qu'il coach, et il me dit non, moi, là, je ne peux pas, les championnats du monde amateur, j'ai envie de faire des compétitions amateurs, j'ai envie de... Et je lui ai dit oui, je capte, mais je pense que tu as quelque chose, tu peux être un bon coach et tout, et donc on va faire un deal où le MMA Factory va payer ses formations, et lui, il va être coach. Moi, quand Jordan Zeppo gagne son combat, il y a une demi-douzaine de médias qui me contactent pour me dire qu'ils veulent me faire une interview pour que j'explique comment Zebo a gagné son combat et tout. Contre Baki, tu parles? Ouais. Contre Baki. Et moi, je leur dis, mais non, vous vous dirigez vers la mauvaise personne. Le gars qu'il faut interviewer, c'est Commandé. C'est Commandé c'est Commandé qui est le futur. C'est Commandé que vous devez interviewer parce que c'est lui qui a coaché Jordan contre Wissem Akmouche, qui est de la team Hot, et Jordan a gagné. C'est lui qui a coaché Jordan contre Baki, et Jordan a gagné. Certes, je supervise la stratégie globale et je donne des grands axes de stratégie dessus. Je fais quelques leçons de patte d'ours pour montrer la direction en mode monitorat. Mais en réalité, c'est comme ça que ça marche. En gros, si tu veux que la lumière reste au factory, distribue cette lumière aux coachs pour qu'ils puissent être contents et qu'ils s'y retrouvent. Si tu leur enlèves cette lumière et que tu la gardes complètement, bah, du coup, tu perds en termes de coaching. Moi, j'entends ce que tu me dis, et ça me va très bien. C'est parce que moi, je crois en ça, en fait, de déléguer, surtout dans un club sportif. Maintenant, tu comprends que nous, de notre fenêtre extérieure, c'est pas du tout l'image qu'on a de toi. Est-ce que c'est volontaire, le fait de ne pas corriger cette image-là? Parce que... Qu'est-ce qu'il y a à corriger sur quoi, par exemple? Sur l'histoire des meetings? Sur l'histoire de Fernand, il fait tout. C'est lui qui a toutes les casquettes, il garde tout, il veut tout faire. Ça, c'est celui qui veut le croire, vous ne pouvez rien faire. La première des choses que je vais dire aux gens, c'est ne perdez pas votre temps à essayer de convaincre les gens. C'est que si moi, je devais expliquer tout ce que je fais tout le temps, je ne travaillerais pas. Je ne donnerai pas des informations pertinentes aux gens parce que je me justifie sur ce que je fais. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'expansion sans déléguer et qu'aujourd'hui, il y a des tâches que je ne pouvais pas... Tu as essayé de prendre l'avion? Ouais. J'ai essayé de prendre l'avion parce qu'il y avait un de mes athlètes qui devait absolument combattre. J'avais perdu mon passeport et j'essayais de traverser la frontière pour l'accompagner sans passeport. Je lui ai dit, on se retrouve. Il me dit, mais tu vas faire comment? Je lui dis, je ne sais pas encore, je vais venir en voiture, on se retrouve. Et puis en fait, je ne suis pas venu en voiture. J'ai pris mon élève qui avait une tête qui me ressemblait, je suis entré dans l'avion et puis je suis allé l'accompagner. Parce qu'il fallait absolument que je l'accompagne. Et quand il me voit dans l'avion, Karl Amoussou, il a des larmes aux yeux. Il me dit, c'est une dinguerie ce que tu viens de faire. Je dis, je ne pourrais pas te dire, parce que je ne voulais pas te mettre en difficulté, mais je savais que je vais venir. Je t'ai dit, je vais venir. Si je te promets que je vais venir à ton combat, je vais venir. Et c'est un combat, tiens-toi tranquille, où on y va le samedi. Alors que je devais décoller le samedi pour aller à Orlando pour le premier combat de Francis Ngannou. Francis Ngannou, on a un programme, on doit faire 10 jours aux États-Unis pour adapter. Et donc, je lui dis qu'on décolle le samedi. Dans mon planning, je me rends compte qu'il y a un très bon combat pour Karl Amoussou. On aura une opportunité pour Karl de combattre et de signer à l'UFC. Ok. Avec un ami italien qui fait une organisation en Italie. Donc, du coup, je dis à Francis, on va prendre un jour de retard. Je vais en Italie vendredi, je fais combattre Karl Amoussou, je reviens, on décolle dimanche, et puis on y va. Et Francis, il est furieux. Et il me dit, mais non, se sent passer au second plan. Tu changes mon planning, c'est pas bon. Et finalement, il va mettre de l'eau dans son vin, et puis finalement, on va décoller le dimanche, après que j'ai accompagné Karl Amoussou en Italie. Tout en ayant des problèmes en plus. Mais si je pouvais... Si j'avais pu déléguer, si Karl pouvait accepter quelqu'un d'autre pour ce combat, et si je pensais que, si j'avais su que quoi que je fasse, Karl n'irait pas à l'UFC, ben, j'aurais pas fait ce que je voulais absolument qu'il aille à l'UFC. J'ai tout donné, tout ce qui était possible. Mais est-ce que toi, tu comprends le reproche qui t'est fait que de dire, mais en fait, ce gars-là, il est manager de ces gars-là, et puis en même temps, c'est lui qui leur fait les contrats pour pouvoir boxer dans son organisation?
Je vais te dire pourquoi je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que voici 2 années qui se sont écoulées déjà, où j'ai vendu mes sociétés. Oui, à Slam, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ouais. Et tous les coachs essayent, tant bien que mal, de faire ce que... J'allais venir après, mais oui, ok, d'accord. Tous les coachs essayent. Parce Ouais. que je dis encore, essayent parce que c'est très compliqué. Il n'y a pas à ce jour en France un coach qui ait été à l'élite du management, à l'élite du coaching et à l'élite de la promotion sportive. Ouais, on est bien d'accord. Y compris à l'élite de la formation. FAD Management College. L'élite de la formation. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce soit un reproche. Je me méfie de ce qu'on appelle l'éthique, la morale. Parce que l'éthique et la morale n'ont de sens que pour celui qui le dit et qui dicte sa morale. Il n'y a pas un code perso pour quel nombre de casquettes avoir. Ok, un code général. L'éthique, toi, tu dis que voilà. Le cadre éthique, il est propre à chacun. Non. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est le droit, c'est l'institution. C'est vraiment le code de la loi française, le socle de ce qu'il y a, le code du sport français. Il n'y a aucune interdiction à pouvoir avoir plusieurs casquettes. Tout au contraire, c'est de la compétence. Parce que si tu as plusieurs casquettes et que tu n'es pas bon et tu es moyen, je comprendrais. Si tu as plusieurs casquettes et que tu es leader sur toutes les casquettes que tu as, au bout d'un moment, il faut que ce soit apprécié plutôt qu'être combattu. Je t'ai dit qu'on a commencé l'entretien que la création de ce que j'ai fait comme entreprise n'était que de la résolution de problèmes. Je suis un coach, j'ai besoin de devenir un meilleur coach. Je me forme. Je passe tout ce qui existe comme diplôme. Diplôme d'État sur le grappling, sur le Muay Thai, sur la lutte, sur la première formation de préparation physique de l'INSEP. Tout ce qui était possible pour pouvoir m'aider à comprendre la performance sportive. Okay? Ça, c'est fait. Ensuite, j'avance et je me rends compte que la plupart du temps, je contacte d'autres managers pour me placer des élèves puisque je commence à en avoir beaucoup. Je me forme et je deviens un agent et je deviens un manager. J'ai créé une société avec mes collègues Management Factory. Ensuite, je me rends compte que, mine de rien, quand on envoie des jeunes en compétition, souvent, on les envoie se former ailleurs. Et je me dis, bon, tant qu'à faire, créons une école de formation et comme ça, on va avoir tout dans un écosystème. Dans un circuit fermé. Voilà, les athlètes qui partent de chez nous, les adhérents qui partent de chez nous sont formés dans notre école et ça revient moins cher et ça nous rapporte plutôt de l'argent. Ensuite, je me rends compte qu'on va souvent à l'étranger pour aller avoir des départs, mais sauf qu'on commence à avoir énormément d'athlètes de haut niveau. Donc, on va créer une ligue sportive et cette ligue, elle vient d'une expérience. C'est-à-dire que l'ARES vient d'une expérience que quasiment tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié que le premier événement des MMA en France, sur le territoire français, le premier événement avec les règles unifiées a été organisé par moi et mes collègues. Toujours, voilà. On dit même que c'est cet événement qui a précipité les 4-5 années derrière de dureté pénale. Enfin, absolument. Juridique. Non. C'est cet événement-là qui a permis aux Français de se réunir pour déclencher le lobby, puisque le MMA à l'époque est considéré comme interdit, mais sur la loi, il n'est pas sur le code pénal, il n'est pas interdit. Donc il n'y a rien. Pour qu'il y ait une faute, il faut qu'il y ait dans le code pénal ce qui est prévu si on faute, le nombre d'années de machin et puis les amendes éventuelles. Voilà, sauf que là, c'est pas le cas. Absence totale. Ouais. Je réunis des amis, je leur demande, je réunis une avocate, j'appelle une avocate et puis un avocat, je les réunis et puis on va créer un petit groupe où on va travailler pour faire le premier événement des MMA en 2015 au cycle d'hiver, sorti de nulle part. Et on crée un événement où 2 semaines avant
le ministère, le secrétaire d'État au sport se rend compte qu'il y aura un événement, décide de le shutdown, mais c'est impossible puisqu'on a fait tout dans les règles de l'art. Et l'événement est tenu et ça devient quelque chose qui permet qu'il y ait une mission parlementaire qui est organisée pour ça. Donc, fort de cette expérience, j'ai envie de créer une ligue qui s'appelle une ligue sportive. Je démarre déjà avec Grandball au Cage Warrior. On devient collègue avec Grandball. On est sur la négociation des parts avec le Cage Warrior pour être le patron du Cage Warrior en France et lui le patron du Cage Warrior en Angleterre. On travaille dessus. Quand je reçois l'appel de Vivendi qui me sollicite et me demande de créer pour eux une ligue sportive. Et donc, ils ont déjà un nom qui s'appelle Ares. Moi, je suis juste le truc. On va finaliser la ligue et je suis nommé directeur sportif sur la ligue Ares auprès de Vivendi. Ok, donc il y a de l'opportunité dans ce que tu me dis. Il y a de l'opportunité. Mais il y a quand même pas mal de choses fortes que tu me dis. La première, c'est que tu parles de leadership sur ces casquettes-là. Donc, tu te considères, toi, en tant que leader de toutes ces casquettes-là en France? Non, on va faire différemment. On va faire différemment. Ok, je veux juste qu'on comprenne bien. On va faire différemment. Je vais te demander de me dire, toi, de me dire qui serait le leader dans quelle casquette et on en parle. Tu vas pas aimer ma réponse. Let's go. Et les fans aussi, parce qu'ils vont dire que c'est un petit peu suisse ce que je vais dire. Mais en tant que coach moi-même, je sais à quel point il y a de la diversité dans la manière de coacher. Et que les appareils de mesure, c'est de l'équilibrisme de haut niveau. Non, attends, j'arrive. Comme ça, tu vas voir. Les appareils de mesure... Moi, j'aime pas, comme appareil de mesure, j'ai 12 combattants qui ont un titre. Parce que déjà, il faudra remonter à la formation, par exemple. Moi, j'ai plus de valeur sur la formation, par exemple, que de récupérer un mec et d'avoir une ceinture 2 mois plus tard. Dis-moi ce que tu veux. Tu vois ? Donne-moi... Oublions la mesure du fait de... Ou tu me donnes Donne-moi l'outil que tu veux et on en parle. Choisis n'importe quel outil, sur n'importe quel domaine. On ne va pas pouvoir nier que tu as été pionnier, voire leader, sur pas mal de domaines qui vont entourer le MMA. Sur la promotion, il n'y a rien à dire. Mon problème à moi, c'est d'avoir les deux casquettes. À titre personnel, d'être promoteur et manager, ça peut créer un problème si moi, je ne suis pas dans ton écosystème. Mais voici le souci, voici le problème qu'on a. Pour que toi et moi, on s'entende bien et qu'on n'ait pas de conflit, on va éviter les sujets où il y a de la subjectivité pour analyser. OK ? C'est pour ça qu'il faut des éléments mesurables. Oui, d'accord. Et je te laisse les choisir, n'importe lesquels. Ça veut dire que la Constitution française autorise que je puisse avoir plusieurs casquettes. Ouais. La Constitution française autorise ce conflit d'intérêts. OK ? Maintenant, si je suis hors la loi ou si tu as une autre solution, je veux bien. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, voici ce que je propose. On prend une casquette, tu donnes des éléments mesurables, on compare et tu me donnes un nom, n'importe lequel, on compare. Moi, je pense que sur la partie coaching, par exemple, vous êtes plusieurs à être excellent dans ce domaine-là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Là, c'est pas du tout suisse ce que je te dis. Je suis d'accord. Maintenant, si tu me dis que l'élément mesurable, par exemple, ça va être le nombre de combattants à l'UFC, là, en tête, en tant que coach, oui, c'est toi qui as eu le plus de combattants à l'UFC. En tout cas, de combattants qui viennent directement de ton école. Aujourd'hui, Nicolas en a un certain nombre, par exemple, mais qui ont été formés chez toi, etc. Donc, je t'ai déjà dit que moi, j'accordais beaucoup d'importance à la formation. Pour moi, Nicolas Haute est l'un des meilleurs coachs au monde. Oui, il est bon. On est tous d'accord. Je te dis que Aldric Cassata est l'un des meilleurs coachs au monde. Je te dis que il y a des très bons coachs. Maintenant, je te laisse juste me donner des éléments qui pourraient faire que si jamais tu devais décerner des awards à des personnes, quelle serait, toi, l'unité de mesure qui te permettrait, ou quelques unités de mesure, pour que tu te rendes compte que, en France, par exemple, il y a l'OMMA Factory a plus de victoires à l'UFC que tout le reste de la France. J'ai dit Cassata, à l'UFC, il a 8 victoires. 7 victoires de Manon Fioreux, 1 victoire d'Axel Sola. OK ? Je t'ai dit aujourd'hui que Nicolas Haute, il en a 10 victoires. OK ? 5 victoires de Nassoudine Mavov, 4 victoires de Benoît Saint-Denis, 1 victoire de William Gomis. OK ? C'est très clair. Qui d'autre vient en dessous ? L'US Métro a
9 victoires à l'UFC. OK? Je te dis Tu les as, les stats. je te dis aujourd'hui qu'en dessous de l'US Métro, tu as la James de l'équipe de Chiavo, par exemple, où il y avait notre premier poids lourd qui s'appelait Cyril Asker, qui a 2 victoires à l'UFC. OK? Je te dis qu'en dessous de ça, au-dessus de ça, il y a Cyril Diabaté qui a 5 victoires à l'UFC, la Snake Team. En dessous de... Enfin, les stats, elles sont très claires. Le MMA Factory en a 33 à date. OK? 33. C'est une dinguerie quand même. On ne se rend pas compte. C'est une dinguerie en vrai de vrai. De se dire qu'on se retrouve à un moment donné où, de la même petite salle, il y a 2 poids lourds qui sortent et vont faire une ceinture tête à tête. Oui, ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, oui. C'est une folie quand même. Oui, mais je te dirai jamais le contraire. Okay. C'est un truc de malade. Aujourd'hui, quand tu observes ça et que tu vas même sur le plan de la promotion sportive, je t'ai dit que Stéphane Chouffourier, que j'ai eu le plaisir de revoir il y a 2 jours et 3 jours et tout, bah Stéphane Chouffourier, j'ai combattu dans son organisation. Malgré que ce soit lui qui était le pionnier à l'époque, nous on arrive avec un écosystème où on crée une ligue internationale, où on commence à voir des grands arbitres comme Marc Godard, où on commence à voir, on a des signatures avec le Fight Pass, où on bat des records de monétisation sur les droits télévisuels et tout. C'est quelque chose... Je pense que le MMA Factory, de manière générale, l'écosystème Factory, a joué un très grand rôle pour le développement du MMA. Je ne crois pas que quelqu'un le nie, ça. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Et si on reste sur la base factuelle, tu as raison sur un point, c'est que, juridiquement parlant, il n'y avait pas d'interdiction de faire ce que tu as fait. À partir de là, si ça dérangeait quelqu'un au niveau juridique, il fallait légiférer dans ce sens-là. J'ai aucun problème avec ça, c'est pragmatique. Chacun on pensera ce qu'il veut, c'est pragmatique en tout cas. Et c'est là où je voulais en venir quelque part. Parce que le deuxième point qui est important dans cette discussion qu'on a sur ces multicasquettes, c'est que tu m'as bien expliqué étape par étape comment tu es arrivé. Et ça, j'aime bien. Et c'est quelque chose qui, je pense, un extrait qui fonctionnera plutôt bien. Étape par étape, de coach à j'ai besoin de ça, j'ajoute une casquette, j'ai besoin de ça, j'ajoute une casquette, etc. etc. Donc moi, je perçois une nécessité. Mais est-ce qu'il y a aussi, adossé à cette nécessité, ou concomitante de cette nécessité, cette volonté d'expansion qui reste de l'ambition personnelle? Ou est-ce qu'on est vraiment que sur la nécessité? Il y a d'abord de la nécessité, mais il y a la volonté d'être numéro 1. De manière générale, enfin, ce n'est pas... Parce que c'est ça, même si en France, c'est mal perçu, on va dire. Aujourd'hui, on se dit, je vais faire ce qui me paraît correct. Ok. J'ai envie de me développer. On parlait tout à l'heure du fait qu'on soit leader. Leader, ce n'est pas imposer les choses, mais c'est d'être capable d'inspirer les gens. C'est d'être capable de donner une direction, d'avoir une vision. Et le manager qui est derrière toi, lui, va appliquer la force coercitive pour obliger les gens à suivre. Moi, j'ai besoin d'inspirer les gens. Et en gros, dans ce que je faisais, j'inspirais, j'avais une certaine direction que je donnais au projet. Il n'y a pas plus valeureux pour aller valoriser ton projet au final que d'avoir des économistes. Oui. C'est un fonds d'investissement slam. Ce sont des économistes. J'imagine que oui, en termes de validation. Donc, ce sont des personnes qui ne discutent pas avec l'humain, regardent des tableaux Excel et regardent à l'intérieur et disent « Ok, ça peut être rentable. Je vais acheter ça parce que dans 5 ans, je vais faire du fois X. » C'est le meilleur moyen que tu puisses vérifier si ton projet tenait la route. Le fait de revendre, pour moi, c'est une belle validation aussi. De toute façon, quelqu'un n'achète pas quelque chose qui ne va pas... Ah non, mais c'est une performance absolue. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai été à côté de Grand Ball, le propriétaire du Cage Warrior, qui essayait de revendre pendant super longtemps. Il a encore sa boîte. Il ne l'a pas vendu. Le Cage Warrior existait, je n'étais même pas là. Donc, le nombre de boîtes que je connais qui essaient de vendre, que ce soit le Glory, que ce soit Octagon, que ce soit machin, c'est une véritable performance de pouvoir arriver à ça. Moi, je suis entré, ça faisait quasiment 2 ans que je ne suis pas allé sur Arès. Je suis allé sur Arès et je te promets, j'ai ressenti de la fierté. C'est que dès l'entrée, de voir sur l'accueil toutes ces personnes qui travaillent là,
Et je me dis que quelque part, j'ai participé à ça, de créer de l'emploi pour tout ce monde-là. J'ai revu des collègues qui on s'est sauté dans les bras parce que je les ai embauchés quand ils sont arrivés à Arès et tout. Et ils y sont encore et ils gagnent leur vie et nourrissent des familles. Moi, ça va. Je me dis, en vrai de vrai, ça va. Je peux pas, je me plains pas beaucoup. Ça va. Ouais, je comprends. Et en fait, quelque part aussi, je me dis que d'avoir tout ça et de créer cet écosystème, ça donne un certain, je vais dire pouvoir à défaut d'autres mots, ça donne un certain, en tout cas, ça donne une certaine idée de ton influence. Et là, je reviens sur le sujet qui intéresse le monde, donc l'UFC principalement. Est-ce que tu penses que d'avoir eu cette expansion-là et d'avoir eu ensuite cette influence-là, on va dire, sur le MMA européen déjà, dans un premier temps, et puis international, puisqu'il y a des Brésiliens, des toutes nationalités qui sont venus à Arès, est-ce que ça t'a donné du poids dans certaines négociations? Sans aucun doute, sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que ce n'est pas blanc ni noir. Il y a beaucoup de liens dans tout ça. Ça veut dire que moi, j'ai deal avec l'UFC parce que je manage des athlètes et que je les place à l'UFC. Mais il se trouve que le boss des matchmakers, qui s'appelle Hunter Campbell, il est le boss de UFC Fight Pass. Oui, c'est vrai. Ça veut dire que quand j'ai négocié les droits d'UFC Fight Pass pour Arès à l'époque, moi, je deviens ami avec lui. Pour devenir ami avec un mec comme Hunter Campbell, il faut déjà avoir des embrouilles un peu quand même. C'est vrai que c'est pas si simple, ouais. C'est un personnage très gentil, mais qui est très... quand ça ne va pas, il habite de manière très violente. Il y a une anecdote où on a un athlète qui est du Cage Warrior, qui a signé un contrat avec le Cage Warrior, mais il n'a pas lu la petite clause qui disait que si jamais il gagne le combat, le Cage Warrior se réserve le droit de le faire combattre encore une dernière fois avant de partir. Oui, cette fameuse clause. Ok. Donc du coup, lui, il vient combattre sur Arès. Le Cage Warrior contacte Hunter Campbell pour le bloquer. Et disent au Fight Pass, non, on est tous les deux promotions de chez UFC Fight Pass. Vous nous diffusez et il y a le collègue qui est à côté qui va prendre mon athlète et qui va le diffuser sur votre chaîne. Je ne veux pas que vous autorisez ça, il faut faire quelque chose. Hunter Campbell m'appelle, il est super gentil comme d'habitude. Il te demande de le laisser. Hey buddy, how you doing? Il me dit, bon, je suis désolé d'intervenir, mais si j'interviens, ça veut dire que c'est dur. Ok. Si j'interviens, je n'ai pas le choix, je dois arbitrer. C'est, voilà le contrat, voilà la page qu'il m'a donné, Grand Ball. Il a tout à fait raison, tu laisses partir le gars. Je l'ai laissé partir. On en avait parlé beaucoup sur les médias à l'époque parce que c'est un combat qui avait été annulé à la dernière minute, la veille de l'arrêt et tout. On a dû retirer le nom du gars et tout. Okay. Et ça a fait polémique. Mais quoi qu'il en soit, tu vois le conflit d'intérêts qu'il vient d'avoir là? Ouais. Alors qu'on est aux États-Unis où il y a peu de conflits d'intérêts. Ça veut dire qu'aux États-Unis, ils interdisent la promotion et le management. Oui. Mais tu vois donc que Hunter Campbell est venu arbitrer sur un truc européen en disant, toi, tu libères la tête de l'autre et puis ça en va là-bas, ainsi de suite. Quoi qu'il en soit, on devient amis, on a des relations, mais ce n'est jamais très clair. Parce qu'à côté de ça, tu as d'autres affinités, d'autres arrangements qui font que ça peut mal se passer. Du coup, ça peut être tout plutôt bien, parce que vous connaissez déjà, vous êtes déjà reniflés, vous avez déjà eu des amitiés, des conflits, et bah, vous travaillez ensemble. Quoi. Ouais, et ça fait que j'imagine que c'est plus facile de pouvoir placer tout simplement des combattants à l'UFC. Absolument. Et ça permet, par exemple, tu as des gars comme William Gomis qui signe chez toi et qui signe à l'UFC assez rapidement derrière, il me semble. Hein. C'est quelque chose, pour toi, ces relations-là qui ont joué. Mais l'anecdote que tu me donnes, je pense aussi à l'anecdote inverse. Tu as vécu le cas, toi, d'un combattant, Slim Travelsi, qui a signé avec un autre manager pour pouvoir rentrer dans une autre organisation. Et toi, tu as bloqué la chose. Oui. Malgré les demandes, on va dire, je sais pas, je vais dire de l'écosystème, donc des fans ou des observateurs ou quoi, de dire mais Fernand, laisse-le partir quoi. C'était une question de protéger ton territoire, de te faire respecter quelque part, ou c'est quelque chose que nous on sait pas et qui s'est passé en coulisses et qui est... La loi. Ok. C'est que, pour faire simple, ce n'est pas moi j'ai la volonté de le bloquer, mais je ne peux pas le bloquer matériellement. Oui. Il faut qu'il y ait si je dois le bloquer de manière physique, Slim va me tabasser, on est d'accord. La seule manière de le bloquer, c'est par les personnes qui sont détenteurs de la loi, de la force de l'ordre. Oui. Ça veut dire que la loi
obligé Dana White, pour le coup, Dana White n'était même pas au courant, c'est Hunter Campbell encore, ouais. qui est intervenu dessus, c'est que Mick Mena et moi, on s'embrouille dessus. Ok, donc Mick, de base, lui, il veut te forcer à lâcher l'affaire. Pas forcer, c'est mon gars. Oui. C'est mon gars, Okay. Mick, c'est vraiment mon gars. D'accord. Je le ramène à l'UFC à Paris, c'est vraiment mon gars. Ouais. Mais là, sauf que ce qui se passe, c'est que Yaga Ega, il est aussi le gars de Ali Abdelaziz. Ali Abdelaziz, exactement. Donc Ali Abdelaziz lui dit, bon, j'ai un gars là et tout qui est le gars de Lopez, mais si tu te débrouilles, moi je gère. Et Mick lui dit, si tu me présentes le contrat, je peux gérer, parce que Lopez, c'est aussi mon gars, je ne veux pas qu'on s'embrouille, tu vois. Okay. Donc, donne-moi, garantis-moi qu'il n'y a pas de problème. Et Ali lui dit, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, il signe Slim et il annonce Slim. Sauf que Slim, il est encore sous contrat avec moi. Ouais, ok. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer en justice et juste se dire, bon, il n'y a pas de souci. Et lui, il me dit, ne fais pas ça parce que tu vas me mettre dans la muse. Parce qu'en réalité, lui, Mick, il a besoin de checker avec moi d'abord si Slim est libre, s'il n'a pas... Son contrat, voilà. c'est pas un combat. Donc, du coup, il se retrouve un peu embêté et une fois encore, intervient. Mais pour le coup, il voit tout clair et il me dit, bon, t'as raison, il n'y a pas moyen que tu... Je dis, il n'y a pas moyen parce que j'ai une société. La seule manière que toi, tu as de tenir ta société UFC, c'est de pouvoir faire respecter les contrats. Ouais. Si je ne peux pas faire respecter un contrat, imagine le message que j'ai à avoir aux personnes qui sont en face de moi. On parle encore une fois de se faire respecter, de pouvoir imposer, enfin imposer, je ne sais pas, mais de... C'est pas imposer, c'est juste se faire respecter son droit. Ouais. C'est que on parle de vente de... Quand tu es un homme d'affaires, tu crées une société, tu crées un truc, tu la montes, tu mets de la valeur dessus et puis tu vends la société. Oui. C'est le but en fait. Un fonds d'investissement comme celui qui est là achète Ares, monte la valeur et va le vendre. Okay. Nous, on a pris Ares, nous on l'a acheté, Benjamin et moi on l'a acheté chez Vivendi et on monte la valeur où on doit vendre. Pour vendre Ares ou pour vendre le management factory, par exemple, pour vendre le management factory, donc les contrats des combattants. Il y a un certain nombre de contrats qu'on a dû donner. Parce que c'est les contrats qu'on achète. Oui. Sinon, le management, c'est une coquille vide. Ce qu'on achète, c'est la valeur contractuelle qu'il y a à l'intérieur. De dire que, OK, il y a un certain nombre de contrats qui ont encore un certain nombre d'années à effectuer. Et pendant ce nombre d'années, c'est nous qui récupérons l'argent. Nous, on vous donne tout de suite votre cash out. Et nous, progressivement, on mise sur ces athlètes pour les prendre. Si moi, j'ai une hémorragie et il y a des athlètes qui s'en sortent et qui vont n'importe comment, du coup, je travaille pour rien. Le gars qui est spectateur, qui n'est pas dans le métier du MMA, qui est on va dire un électricien, il ne va pas se mettre à ma place. Il se dit, moi, je me moque de ce qu'il me raconte Fernand. Moi, je veux le divertissement. Slim, s'il est à l'UFC, il va combattre, moi, ça me fait plaisir. Oui, exactement. Mais il ne se rend pas compte que derrière chaque humain, il faut avoir la considération du mot Saunders. Saunders, c'est un mot anglais qui est nouvellement mis dans le dictionnaire. Saunders, c'est un mot qui signifie qu'il faut que tu aies conscience que celui qui est en face de toi a une vie au minima aussi complexe que la tienne. Ça veut dire que toi, tu es un électricien, tu es content d'aller faire ta prestation et d'arranger une panne électrique et tu es payé à temps, en heure, sinon tu es sans justice. Mais comme tu me perçois comme du divertissement, tu te dis que moi, de mon côté, ce n'est pas... Je peux laisser Slim aller combattre et ça n'a pas de conséquences. Oui, je vois bien. Alors qu'en fait, chacun dans son métier, même si c'est de l'entertainment, ça reste un métier sur lequel il faut que je fasse respecter les contrats. Je comprends, en tout cas, de ma position, je comprends parfaitement. Après, je suis plus dedans, c'est normal. Je comprends aussi que les fans aient envie de ça. Mais ça m'avait pensé à cet exemple, c'est pour ça que je remets dessus. Ça avance vite, il nous reste 20 minutes, on va essayer de continuer sur certains sujets que je voulais, notamment sur l'UFC. Est-ce que tu penses que ces liens justement que tu as développés avec Mick, tu t'en as parlé comme d'un ami, d'Hunter et tout, parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que le chemin pour entrer à l'UFC, il est relativement clair, c'est Dana White Contender Series, ou alors tu es champion d'une orga qui est entre guillemets reconnue par l'UFC, ou reconnu en tout cas internationalement, pour pouvoir négocier ton contrat différemment. Est-ce que tu penses que ces liens aujourd'hui, en fait, ils sont bien plus importants que les performances sportives que tu peux avoir ici ou ailleurs pour pouvoir signer à l'UFC? Les deux sont importants. Ouais. Le gars qui arrive et qu'il est extrêmement bon en MMA, il n'a besoin de rien faire. Il va casser des bouches et puis ça va monter. Ouais, mais tes liens, ils vont te permettre de... Si c'est toi son manager, tes liens, ils vont quand même lui permettre d'être mieux payé.
Oui, mais surtout de rentrer déjà. De pouvoir, il y a des gens qui n'ont même pas l'occasion de rentrer. Ouais. Je pense à Abdouragimov qui casse tout en Europe, mais qui n'a pas pu rentrer. Abdouragimov, par exemple, j'ai donné tout ce qui était possible. C'est que Sean Shelby, il a été très cool avec moi et il me l'a expliqué de manière très explicite. Ouais, et c'était quoi le problème? Ce n'est pas Abdoul le problème. Ce n'est pas le souci que Abdoul. C'est juste qu'au moment où je dois recruter, il me reste 2 places, 1 ou 2 places pour l'UFC Paris notamment, puisque c'était à Paris le dernier moment où je vais le mettre. Et il me dit sur l'UFC Fight Pass, le nom qui pète le plus et cette information-là, elle me vient de Stéphane Téchi, qui est le superviseur du Fight Pass. Et qui me dit, Morgan Charrière, il bat des records. Il est ultra populaire. Donc Morgan Charrière, sur l'UFC Fight Pass, à côté d'Abdoul, je ne pouvais pas lutter. Donc c'est 6. Donc il me dit clairement, Abdoul, c'est un bon combattant, qui continue à combattre. Le jour où j'aurai besoin de lui, s'il est libre, je vais t'appeler. Sinon, tant pis. De manière très claire. Donc les relations, oui, c'est important. Mais le combattant aussi qui est bon, je parle le cas de Pereira, tout ce qui arrive à Pereira, c'est parce qu'il cogne des mecs et qu'il met KO. C'est que le mec, il dit juste Chama, il parle même pas anglais. Mais juste avec Chama et tout, il casse des bouches. Et quand tu casses des bouches, bon, ça suit. Mais si tu n'as pas ça, effectivement, il vaut mieux avoir un manager qui est influent. Et l'influence vient, quoi qu'on en dise, hein. Le gars, il va dire, je suis objectif, je suis machin. Mais la vérité, c'est qu'on est humain. Et que, en fonction de ce que je peux attendre de toi, je vais te prêter plus d'attention. Ok. Parce que je me dis, il y a un levier que j'aurai ici. Et je suis content qu'on en parle parce que pendant les nouveaux managers qui sont arrivés, on surfait sur une crête, une vague, qui était négative pour moi, pour se dire, Fernand ne peut plus signer les mecs à l'UFC. Ouais, là tu parles du moment où t'es vraiment dans le creux de la vague, il y a voilà. des combattants qui sont partis, voilà. Et donc t'as eu pas mal d'autres problèmes. Et donc, alors qu'en réalité, il s'agissait juste d'un modèle qui change. L'UFC s'est dit, on recrute beaucoup. Au lieu de recruter, obligeons les gens à passer par le Dana White Contender. Du coup, on aura un programme qui est un talent show qui passe à la télé et qui les fait connaître sur ESPN avant qu'on les amène sur le grand terrain. Basta. Mais sinon, en termes de ça, il n'y a pas eu de recrutement du tout. Il n'y a pas, à moins que ce soit exceptionnel. Et qu'il y ait une volonté en dernière minute de faire rentrer quelqu'un comme Gebel qui vient de rentrer parce qu'il est particulier. C'est une star américaine. Et que c'est une star et qu'il a des états de service irréprochables dans son sport qui est la lutte et qui monte. Mais sinon, c'est compliqué. Et les gens ont profité du fait que moi, j'étais en galère pour faire rentrer Abdoul pour dire, bon... plus, donc il est bloqué, il ne s'en sort plus et tout, alors qu'en fait, c'était pas une question d'Abdoul, c'était pas une question de blocage, c'est que définitivement, à moins que tu sois exceptionnel, il n'y a pas de recrutement direct sur l'UFC. Mais ça prend le temps et on y arrive. Et justement, parce qu'on peut parler, mais bon, on n'a pas assez de temps pour le faire, mais on pourra le faire une autre fois. Il y a eu l'UFC Paris 1, qui est un haut plus que haut. On est sur un climax un petit peu de ce que tu fais et de ce que tu peux... de ce que tu as pu construire en fin de compte, avec des combattants français qui sont chez toi et qui combattent sur le premier événement UFC en France. Et puis ensuite, qu'on va dire... sans dire la chute, mais c'est des mots qui sont peut-être un peu forts, où t'es poussé dans le creux de la vague, il se passe des choses, il y a des accusations, et puis surtout, les gars partent, on a Nassour qui part, on a Gomis c'est le plus récent, mais on a Baki qui est parti aussi, on a des combattants qui étaient chez toi, donc, et qui ont fait le choix d'aller s'entraîner ailleurs et d'être représentés par d'autres managers. Comment on le prend ça, quand on a été une figure aussi imposante et aussi importante, et comment on le prend quand ces mecs-là partent, surtout qu'au final, j'imagine que toi, tu te vois en tant que bâtisseur de ces carrières, et que ces mecs-là performent. Quand je vois Imavov, par exemple, il performe grave depuis, il doit combattre pour un titre. Comment on le prend en tant qu'homme, en tant que Fernand Lopez, quoi? Parce que si on a un minimum d'observation, on observait ce qui se passe. On a débuté tout à l'heure en parlant de moi et on parlait de Christian Pombou. Oui. Est-ce qu'il y avait difficilement plus tard que lui, hein? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ouais. C'est quoi champion
du Bellator. Du Bellator, d'un vainqueur d'un tournoi. Ouais. On a parlé de Norman Parisi, on a parlé de Karl Amousso, lui aussi champion du tournoi du Bellator. On a parlé de tous ces noms. Tous ces noms sont partis. Oui, c'est vrai. Malgré que ces noms soient partis, on a eu l'arrivée de Michael Lebou. 2 victoires, avec une victoire avec le MMA Factory. On a eu le cas de Taylor Lapillus, oui. 3 victoires à l'UFC avec le MMA Factory. On a eu l'arrivée de Francis Ngannou, 7 victoires avec le MMA Factory à l'UFC. On a eu l'arrivée de Segan, 10 victoires à l'UFC. On a eu Daria, 2 victoires à l'UFC. On a eu Véronica Macedo, 2 victoires à l'UFC avec le MMA Factory. Pour toi, c'est cyclique? Moi, je sais que c'est un cycle. D'ailleurs, les bons coachs, comme Nicolas Haute, il sait que c'est un cycle. Posez-lui la question, je vous garantis, c'est... Nicolas Haute faisait partie de ce que j'appelais le directoire du MMA Factory. Lui et moi, on s'asseyait en réunion avec Benjamin pour discuter des vraies directions. C'est un gars intelligent. Et donc, du coup, il sait que c'est un cycle. Il a vécu ça avec nous. Il sait que c'est cyclique. Les gens qui ne savent pas s'excitent tout seuls, mais en réalité... Lui, il sait qu'il y aura une fin à ce moment, à ce haut de la vague. C'est difficile quand même en ce moment. Mais ça n'a pas duré 2 ans. Est-ce que tu te rends compte de la fragilité de l'écosystème? Oui, moi je suis Ça veut dire que le MMA Factory est leader depuis 2012. Leader tout le temps. Leader depuis 2012. Avec des départs et des grosses vagues de départ. Je ne te dis pas des petits départs. Non, là, la dernière vague, elle est quand même très importante, puisque c'est que des combattants d'élite. Non, mais ce qui impressionne les gens, c'est toujours ça. C'est qu'est-ce qui est actuel? Qu'est-ce qui fait parler actuellement? Bien sûr. Ça veut dire que le gars qui voit loin prévoit l'avenir. Le gars qui voit loin, un gars intelligent comme Cyril Gane, il est à la salle, mais il voit, des fois, il y a un jeune qui vient passer, il va tourner et tout, et c'est Cyril même qui va dire le King, tu l'as signé, hein? J'ai dit oui, et je savais, il y a quelque chose. Parce qu'on voit l'avenir. Donc, en réalité, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui compte, c'est déjà que les athlètes se sentent bien. Oui. Déjà, c'est qu'il faut le comprendre. Ça veut dire que quelle que soit la performance qu'il y a, parce que Nassoudine ou MMA Factory, quand tu me dis que Nassoudine performe, tu veux dire à l'opposé qu'il ne performait pas? Ah, pas du tout. Sur 6 combats de Nassoudine à l'UFC, on a 4 victoires, un no contest, 1 défaite. OK? Moi, je trouve que c'est bien. Mais bien sûr, non, bien sûr. Il crée sa carrière. Un jeune qui est arrivé au MMA Factory, il avait 2 combats, 2 victoires, 1 défaite. On l'amène un peu partout. J'allais personnellement avec lui à Malte. On l'amène en Allemagne, on l'amène en Pologne. Il fait des petits combats. Machin, il monte. OK, il arrive, il rentre à l'UFC. D'abord le Dana White Contender Series. Ensuite, on réussit à le placer directement à l'UFC. Donc, il squeeze le Dana White Contender Series. Et il y est. Bon, ma foi, excuse-moi, quand tu as fait 4 victoires avec un mec... et qu'il a perdu contre un champion du monde. Oui. Il a perdu contre un champion du monde. Excuse-moi, je ne considère pas que c'est la contre-performance. Par contre, ce que j'entends, ce qui est important pour moi, c'est un gars qui est bien. Nassoudine, s'il est bien avec Nicolas Haute, excellent, parfait, magnifique. C'est très bien. Tu prends un gars comme BSD qui performe très bien. Oui. Mais de chez moi, c'est William Gomis plutôt, qui performe aussi très bien. Mais William Gomis, t'es mal au nombre de victoires qu'on a avec William Gomis. Non, mais c'est vrai. Est-ce que tu penses vraiment que est-ce que tu penses vraiment que moi, je vais être là en train de me dire comment je vais prendre ça? C'est un peu ça. Oui, mais ça peut pas me piquer. Est-ce que tu te rends compte que William Gomis, je le prends? Mais quand on parle jusqu'aujourd'hui, c'est mon gars, c'est mon petit frère. Ça veut dire que quand je voyage avec William Gomis, je voyage à perte. C'est que tous les voyages que tu me vois faire avec William Gomis, à perte totale, il peut le témoigner, il va vous le dire. C'est que l'UFC paye un billet d'avion à 700 €, je paye des billets d'avion à 4000 € pour voyager. Mais tu le suis, tu l'accompagnes, parce que tu crois en lui et tu l'aimes. Et il prend une victoire à Reims, il est propulsé à l'UFC plus tôt qu'il n'espérait. Il n'avait jamais espéré ça. Il passe à l'UFC, il a 4 victoires. Oui, bien sûr. Consécutive. C'est énorme, on le dit tout le temps chez nous. Et donc, si tu veux, oui, il a une victoire qui est arrivée récemment
grâce à une autre team, c'est très bien, mais soyez patients. Venez, on laisse les jeunes qui sont Oui, toi, tu veux observer, regarder, mais en tout cas, ce que tu me dis, c'est que ton ego, parce que je reviens, parce que le fait de vouloir être numéro 1 dans tout, encore une fois, l'ambition ne m'a jamais dérangé, bien au contraire. Mais c'est quand même quelque chose qui est un peu lié à l'ego, c'est normal. Michael Jordan, il voulait être numéro 1, c'est pas parce que c'est... Tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. Ta question, elle est simple. Si elle est simple, si elle est binaire, je réponds. Est-ce que mon ego est touché et que ça pique? Oui, ça pique. Oui. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas un être humain qui va être là et qui est non, correct, et qui te dit, bien sûr. Et qui te dit, bon, tu sais, il y a tel qui est parti hier, c'était cool. Quoique, il y a eu des athlètes qui m'avaient annoncé, je m'en vais et tout, j'ai fait pouce, j'ai dit magnifique. Et bon, parce que il n'y avait pas de relation, il n'y avait pas de vie. Oui, ok. Quand il y a une vraie relation profonde et tout, effectivement. Il y en a que tu ne retiens pas, on va dire. Voilà. Donc, pour le coup, ça va. Mais moi, je suis content. Moi, ce que je regarde, c'est le passage de chez moi. Avant, chez moi, ils existaient. Oui, après, chez moi, ils doivent exister. Ils continuent à exister. Et il faut qu'ils vivent. Et donc, il y a certains qui brillent, mais dans la même team, il y a certains qui ne brillent pas. C'est que Gassen, avant de partir du MMA Factory, était invaincu. Il n'est plus invaincu. Et pourtant, il est de la nouvelle team haute. C'est pas quelque chose qui te procure de la satisfaction? Non. On doit sourire. Non, du tout. Je souriais vis-à-vis de toi. Je ne suis pas machiavélique. Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Boulox, oui. On l'a recueilli chez nous, on lui a donné un certain nombre de victoires. Il est devenu champion d'Arès. Poids lourd. Et donc, champion d'Arès. Ensuite, il sort d'Arès, il va dans la nouvelle team. Qu'est-ce qui se passe? Il perd. Donc, pour toi, il y a le lien de cause à effet? Non, je dis juste que de la même manière que je me méfie de mettre un lien de cause à effet sur les victoires, où on les met ou on ne les met pas. Je pense qu'on a une partition qu'on joue et que dans cette partition, chaque coach donne le meilleur de lui-même pour l'athlète parce qu'il veut briller. Mais il ne faut pas qu'on sombre dans le monde de l'actualité où on dit tel et tel, il a eu... Ah, tu vois, lui, il n'était pas bon, il est devenu bon parce que... Garder un œil global et pas... Ça pêche beaucoup et ça amène des mauvaises informations. Moi, je sais ça parce que ça m'a joué des tours. C'est-à-dire que, par exemple, l'individu lambda considère que Francis Ngannou a brillé quand il est parti. Après son départ du Factory. C'est pas bien, ce n'est pas une bonne information. Il faudrait que des grands médias comme vous, qu'il y ait de la vérité aussi dessus, de dire que Francis, au moment où on perd contre Sipé, je dis on parce que je fais partie du camp d'entraînement et parce que j'y ai participé, mais la team dans laquelle il était, c'était aux États-Unis. Il m'appelle et il me dit, viens, tu vas aider mes coachs à mieux me comprendre, à me coacher, on va aller ensemble. Et donc, on fait ce combat. Ensuite, Derrick Lewis, c'est pareil. Il vit aux États-Unis, il s'entraîne aux États-Unis, et là, la deuxième défaite. Et ensuite, le combat qu'on lui donne pour consolider le cercueil et l'enterrer à vie, c'est le combat contre Curtis Blade. Le pire cauchemar qu'on puisse lui donner. Oui, je pense qu'on lui met un bourbier, oui. Et un bourbier. C'est même pas... Tu penses, Dana White l'a dit, que je voulais le virer. Après ça, je voulais virer Francis. Francis revient à Paris. On se remet d'accord sur les conditions avec l'aide de Tonton qui va faire la médiation pour qu'on puisse s'entendre. Faire cette prépa. Voilà. Il y a des conditions qui sont mises. J'obtiens les conditions que je veux. On va en Chine, à Beijing, on affronte Curtis Blade et on gagne en quelques secondes par KO. Il est 100% entraîné au MMA Factory, toute la prépa. Dans les deux combats où on met uniquement sur mon dos sont des combats où il vit déjà à Vegas. Le combat où je sauve la mise et je le sors de là, tu vois, c'est biaisé ce genre de rapport où on va dire, bon, tu as vu, depuis qu'il est là-bas, il cartonne. Les gars, pour arriver déjà là-bas, il faut quelqu'un pour le voir. Parce que dans le cas de Francis Ngannou, par exemple, il a affronté Zoumana Cissé quand Zoumana Cissé avait 19 piges et que Zoumana Cissé avait un palmarès de 7-0. Lui, Francis, avait, je crois, une ou deux victoires, je ne sais pas. Ils se sont affrontés, je me rappelle plus bien 100% fait. Zoumana Cissé a gagné. Il avait 19 ans. Francis a perdu, je crois qu'il avait 28 ans.
Zoumana Cissé était natif d'ici, français. Francis arrivait avec beaucoup de difficultés, des handicaps. Mais regardez qui s'en est sorti. Ouais, c'est vrai. Qui s'en est sorti? Pourquoi? Parce que lequel a présenté, lequel a forcé, lequel manager a poussé fort pour qu'on y arrive. Donc, au bout d'un moment, c'est bien d'aller voir l'arrivée, mais il faut un peu voir le starting block, comment on a poussé au starting block. C'est bien ce que tu me dis pour qu'on puisse conclure cet entretien. Mais bon, j'espère que ça en appellera un autre. Mais est-ce que tu penses, je vais essayer de bien formuler la question pour que tu la comprennes bien. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce que tu fais, ce que tu as fait, ce que tu as pu, tout ce que tu viens de me décrire, par exemple, qu'on oublie peut-être un peu, est-ce que tu penses que cette nouvelle génération de coachs, ça va être plus compliqué pour eux de pouvoir créer quelque chose comme ça, en termes d'accompagnement, en termes de management, parce que, encore une fois, ça a été un petit peu l'idée centrale de cet entretien, c'est cette multicasquette. Certains l'ont, mais pas à ce niveau-là, en tout cas. Est-ce que tu penses que c'est ce qui va manquer pour pouvoir accompagner ces athlètes-là au plus haut niveau? C'est pas le manque de compétences de leur part. C'est juste que le métier de coach ou le métier de manager est mourant. Ok. C'est tout ce que je peux dire. C'est que pour simplifier tout, si j'ai un fils, ce n'est pas le métier que je le conseille. Tu voudras pas. Il faut être ultra solide pour pouvoir imposer certaines choses et les maintenir. Si tu n'as pas ce côté dur, ce côté où tu es capable d'avoir cette main de fer dans le gant de velours. Je suis capable d'avoir du velours et d'avoir une discussion avec toi et qu'on ait de la démocratie dans les manières décisionnelles de ta carrière, de la vision, de la discussion, mais je suis capable de savoir mes limites. Je suis capable de te présenter mes limites en te disant, là, je ne pourrais pas faire ce que tu me demandes de faire. C'est quasiment impossible. Okay. C'est quasiment impossible de s'en sortir en tant que coach, de dire que tu as un métier qui te donne un salaire et qui va t'aider à nourrir une famille, qui va t'aider à vivre. La mode est à la non-confiance à l'institution. L'athlète, on lui apprend dès le bas âge, j'appelle ça le syndrome Dunking. On apprend aux athlètes que le monsieur qui est en face de toi, coach, manager ou n'importe quoi, représente l'institution, il représente le Dunking. Oui, c'est le monsieur qui vient, qui est plus intelligent que toi et qui veut te soutirer de l'argent. Ok, ouais. Les gars partent avec ces biais-là, déjà, d'avance. Donc, quand vous progressez au début, ils t'écoutent religieusement parce qu'ils ont besoin d'avancer. Dès qu'ils arrivent au moment où ils ont un peu de pouvoir, ils se disent juste comment je me protège au max. Et donc, dans cette protection-là, il y a un manque de confiance et une liberté totale. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la protection pour les athlètes, protection en termes de prévoyance sociale, en termes de syndicats et tout ça. On parle de ça pour les athlètes. Les coachs en ont gravement On a beaucoup besoin. C'est que les coachs qui, à l'époque, ont profité de la mauvaise phase pour tous se jeter sur moi, auraient dû à ce moment-là créer un syndicat. Parce qu'ils ne savaient pas que tout ce qui m'est arrivé, c'était juste parce que j'étais en pole position. Et tout ça va aller arriver progressivement. C'est une question de temps. Tu penses que c'est le fait que tu étais un petit peu quelque part à la tête à abattre qui fait qu'avec de l'avance, il t'est arrivé ce qui va peut-être probablement arriver aux autres coachs derrière, quoi? Oui, ça va de soi. Quel que soit le domaine où vous êtes, quel que soit le domaine, il y a deux solutions. Où tu pousses fort et tu vas être leader et tu vas être numéro 1. Et mais quand tu pousses, ça va avec ce qui va avec. Ça va avec la critique, tu deviens le chasseur. C'est que tu as un Sirigan qui est classé numéro 1, qui devient champion intérimaire, il y a Thomas Pélan qui l'appelle. Quand ça change, et il devient champion. Et il y a Cyril qui dit, mon gars, on fait comment? Et non, il dit, non, maintenant je veux plus. Tu m'avais refusé, je veux plus. C'est le même principe. Donc voilà, c'est juste un principe qui va arriver fatalement sur tout le monde qui ne se sera pas organisé. Et ça arrive déjà, hein. Ils le savent déjà. Chacun des coachs, au fond de lui, j'en ai certains en privé qui me disent « T'avais tellement raison ». J'ai certains coachs en privé qui me disent « C'est fou, j'étais parmi ceux qui t'ont critiqué, mais en vrai dire, il n'y a pas d'autre solution, t'avais tellement raison ». Mais c'est comme ça, c'est un métier faut le faire avec beaucoup de passion, mais si tu veux en faire vraiment un métier, il faut appliquer la même rigueur que tu appliques à tous les autres métiers, être corporate, sinon tu n'en sors pas.
Avec tout ça et peut-être l'usure justement de tout ce qui s'est passé, c'est bientôt la fin? Après Cyril peut-être? Je ne sais pas, possible. En tout cas, je suis plus vers la fin que vers le début. Ton avenir, donc, il est plus en bord de cage, mais peut-être 1 ou 2 crans au-dessus, mais toujours dans l'écosystème. C'est déjà le cas d'ailleurs. C'est-à-dire que le véritable truc, c'est que ce n'est pas tant le métier en lui-même que je vais quitter, mais je quitte certains problèmes du métier. C'est-à-dire que je me mets à l'abri de certains problèmes du métier. Et du coup, tu prends une certaine hauteur, parce qu'on sait par exemple que t'es derrière ce qui va se passer sur Netflix en termes de le show de divertissement, etc. Donc peut-être d'explorer de nouvelles avenues, quoi. C'est ça. En gros, de manière générale, je vais me positionner où je peux créer quelque chose où il n'y a pas beaucoup d'intermédiaires humains. L'humain est très difficile à gérer. Ce que j'essaie de faire comme business, c'est dorénavant un talent show comme celui qui va passer bientôt sur Netflix et tout. Je me mets dessus au début, je crée mon truc, j'invente, je vais travailler, j'envoie le truc, je suis payé, je me mets sur le côté et puis je ne gère plus. Et comme ça, il n'y a pas beaucoup d'humains. C'est très usant, c'est un métier. Les autres ne s'étaient pas rendus compte parce que ils n'avaient pas encore beaucoup d'athlètes, ils n'avaient pas encore ce que j'avais, de pouvoir avoir constamment de la jalousie permanente entre les athlètes, c'est très complexe finalement. Et avec le temps, ils se rendent compte petit à petit. Et donc je modifie juste le truc, ça veut dire que je vais être un coach qui a encore envie de coacher, qui a envie des victoires. J'ai des jeunes que je prends encore, donc c'est des jeunes sur lesquels il y a eu un projet d'au moins 3 ans. C'est pour amener un gars à maturité. S'il est très très talentueux, il faut viser 3 ans. Mais je choisis ces jeunes, j'observe et je choisis des personnes qui sont capables de me rendre l'amour que je leur donne. Okay. Coacher, c'est beaucoup d'amour. Ouais. Et donc je me dis juste que si tu n'es pas capable de me remettre, de me rendre, de me donner en tout cas la même attention que je te donne, l'amour que je te donne, ça ne vaut pas la peine, je passe à autre chose. Bah, c'est un bien beau mot de la fin, parce que c'est ce qu'on perçoit, je pense, entre toi et Cyril Gane. Donc on vous souhaite une très bonne fin de préparation et de ramener encore une fois cette ceinture intérimaire des poids lourds en France. Merci infiniment. Merci Fernand. Merci à vous, merci à Baba Versus, un bon programme, et puis merci à RMC d'écrire l'histoire du MMA. Eh bien écoute, merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que cet entretien vous a plu. Si vous voulez une partie 2, demandez. Et j'espère que Fernand voudra bien, pourquoi pas faire une partie 2. En tout cas, nous, on se retrouve sur les programmes RMC Sport pour le Baba Versus, pour le Fighter Club et tous les autres. Merci aussi de vous abonner sur YouTube, de partager, de liker cette vidéo et d'en parler tout autour de vous. Et à très bientôt pour un prochain épisode de Baba Versus. Ciao.